Bienvenue sur la JDR Academy pour la suite du scénario Lumière sous le Mirador pour Dungeon Crawl Classics. À la fin du premier épisode, nous avons abandonné les joueurs au pied de la tour de garde de René des Anges aux Îles alors qu'ils tentent de préparer Marguerite, la vache géante, pour les aider à ouvrir une porte de l'édifice. Retrouvons-les tout de suite. Vous allez prendre du temps pour le faire. Il va en falloir du temps. Il faut ramener Marguerite, il faut lui attacher la corde, attacher le grappin, lui faire comprendre à peu près ce qu'il faut faire, sans vous faire piétiner en même temps. Ça va prendre une bonne partie de l'après-midi et ça va demander un jet. Vous êtes à plusieurs à vous y mettre. Je vais être gentil. Je vais vous demander un jet des 12 de présence. Eh ben c'est pas beaucoup mieux. Non, clairement. Alors, je peux proposer une réussite à contrepartie. Bon, refait avec contrepartie, c'est plus drôle. Ouais, c'est ça, on va s'adapter. Ok, donc vous allez me lancer un jet de sauvegarde de réflexe pour chacun de vos personnages, avec un DD de 8, alors que Mathilde se laisse faire, et qui, alors que vous arriviez près du but, se met à paniquer et piétiner en tous sens. Ben, y en a... Moi, je n'ai qu'un seul personnage qui réussit. Alors, tous ceux qui ont raté vont subir un des 4 points de dégâts, alors qu'ils se prennent un coup de patte, se font bousculer, projeter. On tire nous-mêmes le D4 ? Ouais. Eh ben, je viens de perdre tous mes personnages. Non, il t'en reste un, c'est ça ? Non, bah j'ai fait... Ah oui, non, c'est vrai qu'il y en a un qui avait réussi. Bah, j'en ai perdu 3. Catastrophe. Time Sidious et Mélana. 2 décès chez moi sur les 2 échecs que j'avais. Bien. Alors moi, j'ai un décès, qui est mon alphelin volailler, qui est Kender. Par contre, sur le jet de sauvegarde réflexe, j'avais fait Stiletto avait fait une réussite critique. Moi j'ai une proposition, c'est que pour minimiser les pertes des personnages de Doc, c'est que Stiletto encaisse une partie des dégâts d'un des personnages de Doc pour lui en sauver un supplémentaire. Oh. Le geste est beau, tu prends une partie et il y en a un qui finit en mal en point, très bien. Donc je te laisse choisir Doc, alors que Marguerite s'affole dans tous les sens, met des coups de patte, piétine sur place, bouge, retourne 90 degrés, 180. Il y a même un moment où elle se cabre les 2 pattes en l'air et revient, bloom, tomber sur le sol, un boucan d'enfer, et finit par partir et fuir à travers la forêt, en arrachant avec elle une porte qui aura au fait de percuter l'un d'entre vous et le tuer net. Eh bien écoute, Rascal n'a pris que 2 points de dégâts sur ses 2 PV. Pour décrire la scène, Stiletto a anticipé et donc voyant potentiellement la porte céder, s'est jeté sur Rascal pour le bousculer et donc se prendre qu'une partie de la porte au final. Ok. Vous avez devant vous la porte arrachée, les pierres à moitié délogées du chambranle, et de l'autre côté, vous apercevez un monticule d'affaires, de caisses, de meubles qui ont été mis contre la porte pour la bloquer de l'intérieur. Je vais demander que vous me fassiez un petit jet de chance. Bon bah je pense que c'est plutôt bien réussi par à peu près tout le monde, alors que vous observez donc le fratras à l'intérieur du rez-de-chaussée, et peut-être êtes-vous prêt à rentrer à l'intérieur, que le soleil tombe, le crépuscule n'est pas encore là, mais le soleil est suffisamment bas pour que vous observiez une espèce de lueur un peu verdâtre qui semble s'élever de l'intérieur du puits. À l'intérieur de l'observatoire, au-delà des caisses, des meubles, vous avez une immense pièce ronde qui est la base de la tour, mais surtout un objet extrêmement grand qui prend une énorme place à l'intérieur de cette tour et qui va du sol au plafond. Un appareillage de barres en métal tordu, de manière un peu en spirale, parfois ça part en branches diverses, un peu comme un arbre mort, et au bout de chaque branche, de chacune de ces tiges, parfois de bois, de cuivre, où vous avez des espèces de décorations, des boules en bois, des boules en métal, des boules en roche sculptées. L'astronome du groupe reconnaît bien là un planétarium. Un planétarium qui représente quelque chose que j'ai déjà pu observer, quelque chose qui semble beaucoup plus lointain et inconnu. Qui voilà une représentation de ce qu'il aurait fait comme découverte, une autre galaxie, ces planètes. Très extravagant comme discussion. Ok, j'essaie d'expliquer au mieux aux autres personnes présentes ce qu'est un planétarium, ce que ça représente, parce que je pense qu'ils sont pas habitués à ça du tout. Néanmoins, je montre mon inquiétude. Ça ne représente rien de ce que je connais. À mon avis, mon ami René a dû perdre un peu l'esprit, je pense. Ou peut-être qu'il a découvert quelque chose... Vu l'appareillage qu'il a installé, il doit voir bien plus loin que ce que je n'ai jamais vu. C'est quand même étrange cette histoire de plateau qui vole
qui descend du ciel et de créatures qui en descendent et d'amoncellement de roches qui ne veulent alors rien dire et que visiblement vous ne parvenez pas à comprendre non plus. On est en plein jour là. Alors le soleil descend. Par contre, il y a la lueur verte, je pense que on va dire que Naboo l'a repéré. Il y a une lumière bizarre là-bas dans le puits. Ok, allons voir si ça vous va. En sortant, je vais looter mes compagnons morts déjà. Et notamment pour récupérer la perche, une grande perche de 3 mètres qu'avait mon docker. Outil numéro 1 du crawler, après la torche. Parfait, et tu diriges en direction du puits. Si d'autres l'accompagnent, vous observerez que la lueur s'intensifie à mesure que les rayons du soleil s'amenuisent et deviennent de plus en plus concentrés à mesure que vous regardez en fond du puits. Alors, j'ai de quoi faire une blague méta, mais qui reste dans le jeu, donc je vais quand même la faire. C'est-à-dire que mon docker avait parmi son loot un livre de jeu de rôle en retard. Du coup, Rascal va commencer à regarder ça. Et, lueur verte, étrange. Faites attention, il y a peut-être des hommes rats là-dedans. Alors que la lune va se lever, et du Skaven, obligé de faire l'arrêt. Morse Liabella. Exactement. Le boyau descend à l'horizontale, presque, vers les profondeurs. Vous ne voyez pas le fond puisque le fond ne semble être que de cette lumière verte. J'enchaîne forcément sur la référence qui a été faite. Des hommes rats, n'importe quoi. Maintenant, des rats, à ce moment-là, je prends un morceau de viande de poulet que j'ai ramassé sur Kender qui est malheureusement décédé. Et je vais le jeter en bas en disant s'il y a des rats, maintenant ils ont à manger. Tu lances le bout de viande qui passe à non loin de la vieille corde du puits et au bout de quelques secondes, il te semble entendre un plac. Alors qu'est-ce que vous faites? Le puits semble profond, pas mal profond. La descente à même la roche semble être une belle aventure en elle-même. La pierre semble humide. Il y a cette vieille corde qui est là. Après vous avez un grappin. Ou alors vous pouvez passer par-dessus les meubles qui ont permis de bloquer la porte du planétarium. Moi j'ai plutôt tendance à rentrer par la tour. Ouais, j'étais intrigué par ce qu'il y avait dans le puits, mais ça pue la mauvaise idée de toute manière. Moi je propose d'escalader ou de déplacer 2-3 meubles pour pouvoir rentrer à notre aise, mais de les remettre en place, de reformer la barricade, au cas où. Ah, il y a un danger dehors. Ouais, pas bête. Très bien. Ça se passe sans difficulté. En déplaçant les meubles, vous observerez un moment une plaque de bois qui est placée non loin de la construction, sur lequel ceux qui savent lire pourront y lire plusieurs mondes dansent en harmonie autour d'une sphère de flammes située au cœur même d'un vide aussi froid que mortel. Puisse cette danse rythmée ne jamais s'arrêter. Une fois que l'espèce de protection, barrière que vous avez fait est terminée, autour de vous, vous observez d'autant mieux les alentours. Sur l'extrémité ouest, vous avez une échelle qui permet de monter à un étage supplémentaire. Au sud, il y a une trappe qui permet d'accéder au sous-sol. Et au nord se dresse un couloir avec de part et d'autre, à l'ouest et à l'est, des portes. Et tout au fond de ce couloir, tout au nord, en direction de ce qui doit être, semble-t-il, la grange, il y a un rideau qui sépare le reste du couloir de la tour. J'aurais tendance à monter pour aller à l'observatoire, à proprement parler. Si la nuit tombe, ça peut être intéressant de voir ce qu'il a vu, parce que c'est totalement ridicule, cette histoire de Terre qui tourne autour d'une boule en feu. Enfin, c'est n'importe quoi, tout le monde sait que la Terre est plate. Oui. C'est surtout Domi, l'astrologue, qui est très intéressé d'observer effectivement et de pouvoir traduire ça, à savoir qu'il a donné comme instruction, une fois avoir vu le planétarium, à Naboo, la scribe, de dessiner ce qui était mis en place pour pouvoir potentiellement comparer avec ce qu'il va observer. Naboo, la scribe, fait office d'assistant, quoi. Ok, vous inscrivez tout et vous dirigez dans quelle direction? À l'étage, du coup. Très bien. Vous empruntez l'échelle qui est plutôt sommaire mais résistante pour passer au niveau supérieur. Vous vous rapprochez de cet étrange appareillage conique et métallique, mais vous êtes sur l'étage intermédiaire. Autour de vous, il y a une paroi qui sépare une bonne partie de cet étage. L'échelle poursuit vers le niveau supérieur et là où vous êtes, hormis les meurtrières qui laissent passer les derniers rayons de soleil, vous observez cette paroi qui sépare en deux, une porte de chaque côté. On va faire une halte, on va aller examiner, ça a l'air d'être l'étage de vie, je suppose. Je suis, nous suivons. Il y a donc deux portes, une au nord, une au sud. Vous n'entendez rien de particulier ici. Et est-ce qu'il y aurait des traces, étant donné qu'il y avait des barricades en bas, est-ce que dans le bâtiment, à proprement parler, on peut voir des
des traces de lutte ou est-ce que c'est plutôt un cumul de poussière et on voit que ça n'a plus été occupé depuis pas mal de jours, semaines? Bon, il y aurait bien du ménage un peu à faire, mais que dire d'un ermite? Là, sur le palier où vous êtes, vous avez peu de choses à observer dans cet espace. Hormis peut-être jeter un œil à travers les meurtrières ou poursuivre votre chemin. Il ne vous reste soit qu'à ouvrir une des portes, soit bouger d'ici. Je vais ouvrir la porte qui est au nord. Ok. Tu diriges en direction de la porte du nord, une porte en bois, très sommaire. Pas de fermeture à clé, tu l'ouvres, elle grince un peu. Et de l'autre côté, tu aperçois bon nombre d'ouvrages, de bougies, des stades plus ou moins avancés de consommation, mais tout éteinte. Une salle de lecture, visiblement, avec la collection accumulée pendant des années de René, d'ouvrages qui portent sur divers sujets. T'as des lettrés parmi tes personnages? Glory, mon nain, a une intelligence de 13, donc j'imagine que lui sait lire. Ok. Les titres vont être un peu obscurs, mais ils parlent tous d'espace, d'astres et autres théories d'astronomie. Ok. T'en prends un au hasard ou tu regardes juste vite fait? Ouais, je vais regarder que vite fait, parce que c'est clairement des sujets qui vont pas l'intéresser. J'en parlerai à Domi, c'est ça, l'astrologue, C'est ça. qui potentiellement lui serait intéressé, donc je vais lui faire signe et dire tiens, ça a l'air d'être des trucs pour toi, ça. Moi, ça m'intéresse pas vraiment. Domi, du coup, je lui donne quelques titres. Oui, ben il va avoir les yeux pleins d'étoiles, hein, justement, donc ouais. Ok. Donc tu verras divers ouvrages intéressants. Tu vas tomber sur d'autres titres un peu plus étranges, mais qui semble-t-il ont leur place ici. Tu auras Ma vie avec la solitude, Comment cuisiner les fleurs sauvages, Bestiaire des animaux du sud Louvant, et pour finir, un qui va peut-être te parler un peu moins, Le langage secret du morse. Effectivement, ben je vais ouvrir et feuilleter chaque bouquin, et alors je vais appeler Naboo en prenant certains bouquins, en les lui donnant, en disant tiens, garde ça, on va ramener, ça peut servir. Ah, et celui-là aussi, tiens. Et donc au final, je vais piller entre guillemets la bibliothèque. On verra bien si on retrouve René ou pas. Quand tu ouvres les livres, t'es un peu déçu sur les livres qui parlent de l'espace. C'est très sommaire au final. Ça semble être écrit par des gens qui ne maîtrisent pas bien le sujet. Un peu étonnant pour René. Et pour les autres livres que t'as vus, un peu particuliers, tu vas avoir donc le premier est un essai, le deuxième est un livre de cuisine. Et le dernier, quand tu pensais pouvoir peut-être apprendre à parler le morse, l'animal, tu te rends compte qu'en fait il s'agit de plus d'un espèce de langage secret fait de points et de traits. Bah, ça va surtout fortement intriguer. Enfin, Domi va en parler à Naboo en disant bah tiens, c'est bizarre, on dirait un langage secret et tout, machin. Ça pourrait être bien ça pour tes études. Et effectivement, Naboo va surenchérir en disant ah oui tiens intéressant, c'est vrai un langage particulier. Et va donc pas prendre le temps d'étudier parce qu'on n'a pas le temps ici, mais en tout cas embarquer le bouquin avec. Tu apercevras juste une nouvelle porte au fond de cette pièce. Time Sidious, tes personnages ils font quoi en attendant? Et bien moi pendant ce temps-là, ils vont aller ouvrir la porte qui est à l'opposé. Du coup. Très bien, de l'autre côté de cette porte, elle-même non fermée, non barrée, sommaire, tu tombes sur une salle qui va peut-être t'intéresser fortement, tu me diras. Tu apercevras un bureau sur lequel traînent plusieurs piles de documents. Tu as un gros livre ouvert, plusieurs parchemins empilés et un coffret plein de pièces, de gemmes. Alors je vais avoir deux réactions différentes avec mes deux personnages. On a Cibus qui est plutôt l'érudit du groupe qui va s'intéresser au tout ce qu'il y a de, je dirais, d'écrit, de savoir, et Bill qui lui va s'orienter plutôt vers les pièces, voir si dans les gemmes etc. il y a des choses à récupérer. Il trouvera une cinquantaine de pièces d'or, de belles pierres précieuses et une promesse de remboursement de 3400 pièces d'or au nom de Vincent Paquette. Très bien. Et est-ce qu'il y a sur le bureau d'autres documents qui mentionneraient ce Vincent Paquette? Non. En tout cas, René, aussi ermite soit-il, semblait être plutôt fortuné. En témoignent ses nombreux contrats. Et tu apercevras toi aussi une porte au fond de la pièce, à l'est. Et dans les documents que du coup Cibus feuillette, est-ce qu'il y a des choses? Il y a rien qui pourrait l'interpeller justement dans la recherche de l'ermite ou quelque chose comme ça? Non. Bien du coup moi mes personnages vont s'en sortir. Bah il y a rien d'intéressant par ici. On peut poursuivre. Et du coup ils vont glisser les différents biens qu'ils ont récupérés et promesses de remboursement dans les poches. Bah, de mon côté, je vais pousser plus loin la recherche en allant ouvrir
l'autre porte, la porte suivante. Ouais, c'est ce que j'allais faire également, tandis que tu étais en train de lire les autres bouquins. Donc vous essayez d'ouvrir cette porte, la porte est bloquée. Ok, il y a une serrure ou quelque chose? Il y a une serrure, oui. Même constat de ton côté, Time Sidious, la porte dispose d'une serrure. Et donc c'est bloqué comme si quelque chose était derrière ou c'est bloqué Pour le coup, non, ça semble bien être barré manière serrure, quoi. Est-ce que l'un d'entre vous a des talents pour ouvrir les portes fermées? Absolument pas. Mais j'ai un marteau et il me semblait que vous aviez une barre tout à l'heure, non? Moi j'ai un hachoir, à défaut de clé. Non, j'ai un chausse-pied, mais par contre, Naboo, effectivement, Naboo sort de sa poche une petite sacoche, une espèce de petite portefeuille, de petite pochette qu'elle va ouvrir, dans lequel on peut voir plusieurs outils de crochetage, outils clairement destinés à des fins douteuses, en disant bah si quelqu'un sait manier ça, on peut essayer d'ouvrir. Je ne saurais pas m'en servir, mais on peut toujours essayer. Oh bah je vais essayer si vous voulez. Ouais, personne n'aurait chez vous des compétences? Ouais, moi, ouais, non. J'ai un dresseur et un maçon, donc... Ouais, ça va être compliqué. Je vais mettre un DD de 8 contre un jet avec un des 10 du coup. Puisque compétences non maîtrisées. Oh. Oh! Ben c'est Naboo qui effectivement va s'y essayer et par on ne sait quel miracle potentiellement réussir. Tu entends un bruit de déclic, Time Sidious, tes personnages peuvent l'entendre, mais pas de ton côté, et une porte s'ouvre en grinçant très légèrement vers une pièce qui n'est pas éclairée, qui est plutôt aussi nue en termes de mobilier. Il ne semble même pas y avoir de meurtrières qui permettent d'avoir une quelconque lumière à l'intérieur. Le peu qui arrive à rentrer alors que le soleil se couche derrière vous laisse plus une vision un peu étrange de silhouette dans laquelle vous avez un unique meuble. Au centre de la pièce, vous avez une table de pierre. Et sur cette table, une pierre qui est très étrange, qui semble légèrement flotter dans les airs et émettre comme une espèce de pulsation, radiation, vous ne savez pas trop. Ok, Elle semble un peu luire dans cette semi-pénombre. en vert? Non, plutôt jaune, mielleux, tu vois, comme couleur. Ouais, ok. Et est-ce que en plus c'est simplement une lumière ou est-ce qu'elle irradie une certaine chaleur ou Si tu te rapproches, tu peux sentir que l'air semble un peu plus réchauffé. Du bout de la perche, je vais tapoter dessus pour voir comment ça réagit. Ça ne semble pas réagir au choc. Ça reste sur place du coup? Elle a l'air d'un peu de tournoyer sur elle-même et elle semble pas flotter dans les airs. Hein. Elle a l'air vraiment juste d'être en équilibre. Peut-être qu'elle est très légère, quoi. Ah, Et elle va tourner comme ça, un peu en boucle, un peu comme une toupie très lente. et aucune indication à la lueur de cette pierre, aucune indication sur la table sur laquelle elle se pose ou quoi. Ça fait penser à Domi un petit peu à, encore une fois, un système qui pourrait peut-être être utilisé pour lire les astres ou des choses comme ça. Mais... Alors c'est une bonne idée, mais non, il n'y a rien de particulier sur la pierre sur laquelle cet étrange cristal est reposé. C'est plus un matériau, plus un minéral type cristal qui semble comme une écharpe, un éclat. C'est pas taillé, c'est brut, il y a des aspérités, mais en tout cas c'est une pierre que vous n'avez jamais vue, hein, ce style-là. Domi avec son esprit un peu scientifique, si on peut appeler ça comme ça, va essayer de le toucher du bout du doigt avant pour voir si ça brûle ou quoi, et potentiellement essayer de la prendre. Ok, tu la touches du bout du doigt, tu la prends entre les mains. Ton Domi a quelle valeur d'intelligence? C'est une intelligence de 14. Tu le saisis entre tes mains et tu as un contact qui se développe. Tu la trouves extrêmement belle, cette pierre, elle est vraiment magnifique et tu te dis l'espace semble regorger de choses incroyables et est-ce que ce fragment ne viendrait pas d'ailleurs? Est-ce que si René l'a mis autant en valeur dans une pièce isolée, fermée à clé sur un support, c'est qu'il doit être particulier et petit à petit tu développeras une obsession sur l'espace et là ce fragment tu veux le garder avec toi et tu vas gagner un point d'intelligence. oh. C'est chic, et effectivement ça ne fait que renforcer mon obsession pour les astres. Que faites-vous? De toute façon, il n'y a rien d'autre dans cette pièce-là. On a tout regardé à l'étage. On va redescendre. Il y a moyen de remonter ou de redescendre.
Ah, il y a moyen de remonter, d'accord. Ouais, on montait vers le truc conique là. La trappe permet d'accéder normalement au dernier niveau, celui où se trouve cet étrange appareillage conique, mais elle est fermée. À clé toujours. Toujours à clé, ouais. Bah, Naboo se sentant en veine en disant ça a fonctionné une fois, se dit bah pourquoi pas deux. Recommençons là. Pourtant qu'il fait ça, moi, les personnages vont redescendre pour le coup. Ok, ça marche. Ils redescendent au rez-de-chaussée. Ouais, au rez-de-chaussée, ouais, pour regarder un peu dans les autres pièces. Et Time Sidious, comment ça se passe, toi? Eh bien moi ils sont posés à demi assis sur le bureau, ils sont en train de boire du lait de, de Marguerite. À proximité, ça marche. C'est un échec. Fais-moi un jet de réflexe DD12, s'il te plaît. Ah. C'est un échec. Comment s'appelle le personnage? C'est Naboo. Elle triture la serrure de la trappe et est interrompue par une explosion. Une énergie brûlante vient l'englober dans une boule de feu. Les autres personnages sentiront une odeur de résidus brûlants alors que sa chair se met à brûler. Elle subit 9 points de dégâts. Autant dire qu'elle est décédée. Les autres personnages en contrebas aperçoivent la scène. On l'ont échappé belle de ne pas l'avoir suivie au barreau. Elle a ébranlé toute la tour, et même toi, Doc, tes personnages l'auront bel et bien entendu et ressenti. Ouais, elle a dû tomber pile au moment où j'arrivais au rez-de-chaussée en descendant. L'odeur se dissipe, la fumée aussi, et s'échappe visiblement de par les meurtrières et la trappe qui maintenant a disparu. Bon bah ça fera une part de moins pour le partage. On peut continuer. Après vous messieurs dames. Et moi bien ça je reste du coup. Bah, je vais quand même en profiter pour fouiller le rez-de-chaussée, les pièces qu'on n'aurait pas vues, voir s'il n'y aurait pas des informations, des notes ou des clés tout simplement. Et pendant ce temps-là, les personnages Mélanard, Time Sidious, eux, ils se... De mon côté, Domi va pleurer la perte de son assistante. J'imagine. Donc voilà, ça va être une phase de stand-by. Bon bah du coup moi j'ai Cibus qui va qui va remonter du coup maintenant que la trappe est partie, qui va essayer de monter en prenant forcément grand soin et en étant très attentif pour éventuellement détecter des pièges ou autre, après ce qu'il vient de voir. Du coup, ça va être simultané. Doc, tu vas redescendre, enfin t'étais déjà descendu, tu vas explorer un peu la suite. Tu as donc la trappe au sud qui est dans cette pièce et s'ouvre avec visiblement un anneau. Tu vois pas de barre ou tu ne vois pas de cadenas. Est-ce que tu observes plus la grange? Ouais, je vais aller voir la grange, ouais. Ok, très rapidement, en ouvrant les portes, tu vas avoir à gauche un garde-manger, tu vas avoir à droite ce qui semble être un atelier, et au nord, ce qui semble être une pièce à vivre. D'accord, dans l'atelier, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, dans l'atelier, d'un coup d'œil rapide, tu auras vu une bonne quantité de pièces métalliques. Tu pourras voir des armes, des épées, des haches, qui semblent avoir été confectionnées à la maison, fait maison plutôt. Il y a entre autres choses justement un fourneau, une enclume qui laisse penser que René, il a quelques compétences de forgeron. Tu auras aussi mis dans des caisses pleines de foin ou et enveloppées de tissu. Tu verras dépasser des gros cylindres de verre qui ont des effets un peu grossissants. D'accord. Voilà. Je renchaîne sur Cibus qui monte l'échelle, qui aura la possibilité d'observer une salle circulaire plutôt vide, mais dans laquelle il aura le temps d'apercevoir plusieurs choses. La première, c'est cet énorme cylindre qui traverse le plafond et qui va jusqu'à l'intérieur de la tour, jusqu'au centre. Et je vais t'inviter à me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Donc très bon jet de sauvegarde de réflexe. Alors que la fumée termine de se dissiper, tu entends d'étranges bruits électriques. Et juste après, tu vois plusieurs choses lumineuses apparaître, dirigées dans ta direction. Et tu te laisses tomber de l'échelle, puisque des rayons lumineux viennent frapper là où tu étais la seconde d'avant. Ok. Bon, bah messieurs, je crois que ça va être compliqué de remonter. Est-ce que les autres voient du coup la scène ou... Alors oui, ils vont te voir tomber de l'échelle et t'écraser au sol, quelque peu contusionné. Et les bruits en haut vont s'accélérer. Vous allez entendre des espèces de cliquetis et surtout un vrombissement, comme tu peux l'entendre quand tu as des bourdons, des guêpes, des abeilles. T'as pas vu tes assaillants, mais en tout cas, ils semblent produire ce type de bruit. Je repasse vite fait en bas. Tu regardes quelle autre pièce, Doc? Bien écoute, je vais aller voir sur le garde-manger,
la pièce d'en face. Donc c'est l'endroit où René semble maintenir sa nourriture, les murs sont minces, l'air est frais. Tu sens que la pièce, elle a été mise sans dessus. Tu peux voir de la nourriture qui a été éparpillée à droite à gauche et des débris d'étagères, de meubles, de bols fracassés au sol. Tu vois de la nourriture à moitié mangée, les bouteilles qui ont été renversées et tu as une grosse flaque verdâtre qui dégage une odeur absolument atroce au milieu de la pièce. Très acide comme odeur. Je vais tapoter du bâton sur la flaque. Ton bâton, tu sens qu'il crépite un peu et il y a de la fumée qui commence à apparaître en contact. Donc, ce qui est vert, pas touché. La nourriture, elle a l'air d'être vieille ou est-ce que ça a l'air d'être récent? Non, ça commence à faire. Il y a des stades différents de dégradation, comme si on était revenu pour essayer et t'as surtout l'impression que ça n'a fait qu'agrandir cette flaque, quoi. D'accord. Tu vois qu'il y a des taches. Cette flaque, elle semble vraiment, ça t'agrandit au fur et à mesure du temps. Tu peux voir qu'en fait, ça fait une espèce de vraiment de creux, quoi. Comme si C'était corrosif. cette substance, voilà, c'est ça, avait commencé à vraiment même ronger le sol, quoi. Je vais éviter de mettre le pied dedans et je vais gueuler dans la tour. Si vous voyez des flaques vertes, surtout n'y touchez pas. Et à ce moment-là, t'entends des alors que Mélana et Timesidious, vous entendez le vrombissement qui se rapproche de cette trappe, maintenant disparue. Je vais vous inviter à me lancer un jet d'initiative. C'est d'un ridicule pour moi, donc mes personnages vont agir en bon dernier pendant que les joueurs vont pouvoir leur pouiller la gueule. C'est pour le mieux, j'imagine. Timesidious, tu entends un vrombissement d'ailes étranges qui se rapproche. Tu as aperçu à travers la fumée des silhouettes qui ont braqué vers toi d'étranges instruments qui ont émis ce bruit strident et qui est venu se fracasser sur le haut de l'échelle. Donc tes personnages vont faire quoi plutôt? Ils vont attendre l'inévitable, ils vont fuir, ils vont tenter autre chose? Ils vont essayer de trouver un endroit qui leur permette de se mettre à proximité de la trappe pour frapper quoi qu'il en sorte, je dirais, sans s'exposer. Très bien. Mélanar. Eh bien moi, ils vont tous les deux aller se réfugier dans une des pièces qu'on a visitées préalablement. Même si je risque d'être coincé là par la suite. De toute façon, j'ai des armes à distance, donc si jamais ils descendent la trappe, je leur balancerai un truc dessus. Parfait. Et Doc, t'entends de la cohue là-haut à l'étage. Ouais. Dans un premier temps, je vais simplement tourner la tête pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des créatures qui nous attaquent au-dessus. Elles sont armées ou en tout cas elles peuvent nous attaquer à distance, il faut rester vigilant. Alors du coup, quand j'entends ça, j'ai une fiole d'eau bénite sur moi que je vais vider son contenu. Je vais essayer de remplir la fiole par ce liquide verdâtre. Excellent. C'est donc au tour de ces assaillants. Vous allez les voir sortir de la trappe en voltant. Les choses qui sont face à vous ne viennent pas d'ici. Elles ressemblent à des espèces d'insectes. Elles ont de longues pattes qui leur permet de se déployer sur l'échelle, de tenir aussi en équilibre, alors que des espèces de petites ailes, des oreilles vrombissent et semblent les aider à se stabiliser. De leurs multiples pattes, elles semblent tenir d'étranges appareils qu'elles tiennent entre leurs griffes, dirigées dans votre direction, et deux créatures passent la trappe et se laissent presque tomber, mais au final sans 30 difficultés, elles arrivent à descendre et tirer dans votre direction. Comme vous êtes plutôt préparés et derrière vos abris, je vais vous donner une CA de 14. Lequel d'entre vous a la chance la moins élevée? C'est 7. C'est qui? C'est Bill. Bill le boucher va mettre sa tête en évidence pour voir ce qui arrive, peut-être un peu trop curieux, telle une scène de Mars Attack. Subit de plein fouet un rayon laser verdâtre, vous ne saurez trop quoi. Il semble presque disparaître comme une fumée, des particules. On arrive sur le prochain round. Et bien du coup, moi je vais avoir Cibus qui est en pole position pour attaquer avec son bâton, puisqu'il attendait de pied ferme à la sortie de la trappe, et donc du coup qui va attaquer la créature la plus proche. S'il le peut, en tout cas, il va essayer de viser les ailes pour les déstabiliser. Ok. Donc ça touche, tu abats ton bâton sur la créature. T'entends un craquement, visiblement son espèce d'aile oreille a été brisée contre l'impact. Elle est toujours debout,
mais accuse d'un coup qu'il a bien mis à mal. Mélanar, c'est à toi. Eh bien, de ma cachette où je suis, je vais lancer une hachette pour l'un et une fléchette pour l'autre. Aïe 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 aïe. Ah, voilà. Très bien, c'est parti donc pour un jet de maladresse sur un 1 naturel. C'est simplement un 4. Donc tu jettes la hachette qui vient percuter le mur et non content de l'avoir plus dans tes mains, le manche se brise. Tu ne pourras donc pas la récupérer pour la réutiliser sans la réparer. Ok, maintenant on va faire la fléchette. 10. La fléchette peine à toucher sa cible. La créature reste petite. Doc, c'est à toi, t'entends du remue-ménage là-haut. Ok. Est-ce que j'ai réussi à mettre du coup cette fameuse substance et le verre n'a pas l'air de fondre? Non, bah par contre ça t'a bien brûlé les narines. Ça t'a presque attaqué aussi la peau des doigts. D'accord. Dans ce cas, je vais me dépêcher avec Rascal, qui est donc celui qui avait la fiole comme ça. Je vais grimper à l'étage le plus discrètement possible. Et est-ce que j'aperçois la créature ou quelque chose? Oui, tu vas les voir. Les sont dans cet espace plutôt petit sur ce niveau de la tour. Ok. Dans ce cas, je vais tenter de jeter la fiole dessus pour qu'elle se brise. Ok, je t'invite de me faire un jet d'attaque à distance. C'est donc un 7. La fiole s'envole, vient s'écraser contre le mur opposé derrière eux. Une forte odeur agressive acide vient se répandre dans tout l'étage. Il vous semble entendre la pierre crépiter en dessous le choc. Il me reste un deuxième personnage qui avait récupéré une fronde sur le cadavre de Zab. Dans ce cas, lui aussi va passer une tête. Il va essayer de balancer un petit caillou. Ouais. Le caillou rebondit à nouveau. Heureusement, il ne touche pas un de ses compagnons. Les créatures réagissent, n'apprécient pas ça et vont se concentrer pour l'une d'entre elles sur un de tes personnages, Doc, tandis que l'autre va faire feu, toujours en direction du premier groupe. Aïe, 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 le aïe. double fumble, joli. Incroyable. Donc les deux créatures font des fumbles. Alors, il va se passer quelque chose d'incroyable. L'arme qu'elles utilisent semble réagir d'une façon improbable. Vous voyez en fait de la fumée qui en sort. Elle semble même lâcher prise sur ces armes-là qui semblent ne plus fonctionner, tout simplement. Vous avez eu un round de répit. Timesidious, c'est à toi. Eh bien, moi, je vais continuer de frapper, du coup, celle qui est la plus proche. Oh, ça touche. Ok, crac. Ça lui tombe sur la tête. Pour le coup, même si elle ne vient pas de là, si elle saigne, c'est qu'on peut la tuer. Et la chose s'effondre de ses 6 pattes en croix et exhale un dernier soupir, raide morte. Mélanar. Voyant donc que la créature n'est plus armée, mes deux personnages vont prendre le courage de deux mains et se ruer dessus pour essayer de la poignarder. Ça touche, tac. Un coup de poignard, tu viens lui sectionner une des griffes, et là, ça ne touche pas. Elle part ton coup de dague avec une espèce d'arme naturelle que tu représenteras comme des mandibules. Doc? Ouais, Rascal, du coup, après avoir jeté la fiole et voyant que la première créature vient de tomber, va prendre sa perche et va s'en servir comme d'un bâton pour essayer de taper la créature. Tandis que le nain continue de balancer sa fronde. Ça touche. Un coup sur une des pattes qui vient se briser sans doute. Tandis que un coup de fronde va partir encore une fois s'encastrer dans le mur derrière, sans aucun autre effet. L'étrange bête qui, face à la mort de son comparse, et vous la voyez qui jette un œil sur le corps gisant de son compagnon d'outre-espace, semble cliqueter d'autant plus dans votre direction et passe à l'attaque d'un jet de mandibule. Fait un 20 naturel, 2 points de dégâts. Est-ce que ça le tue? Non, il a 4 points de vie, celui-là. Bien vu. Ce faisant, il va prendre donc un coup et en profiter pour, en se rétablissement, lancer son espèce de drap de tissu sur la créature. Le but étant de lui faire perdre ses repères pour que mes camarades puissent l'achever plus facilement. Tu fais donc ton geste. Tu jettes drap cap sur la créature. Fais-moi tout de même un jet d'agilité avec un DD. Voilà. Il dépasse la CA, ça ne dépasse pas la CA, donc tu vois la créature qui, de ses multiples bras, vient simplement repousser le tissu qui lui tombe dessus. Mélanar, c'est à toi. Je vais continuer à le poignarder, le poinçonner.
18, ça touche. Tu enfonces ta dague entre deux espaces. Je sais pas si c'est des côtes, des plaques de chitine, mais comparé aux autres coups, celui-ci s'enfonce sans difficulté et tu la vois qui se fige dans un dernier geste, semble faire claquer ses mandibules dans ta direction, essaye de vainement mettre un coup de patte qui vient se terminer plus en caresse que véritable frappe et elle glisse le long de la lame avant de s'effondrer au sol à côté de ton compagnon. Les deux créatures sont mortes, le calme revient. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Vous avez déjà vu ça? Moi, jamais. Mais par contre, leur corps m'intéresse. Et donc, du coup, Sibus va récupérer le hachoir de feu Bill et commencer à essayer de découper un peu la carapace des créatures pour voir s'il peut pas s'en faire quelque chose d'utile. Ok. Donc imagine la taille doit être celle d'un halfling. Grosso modo, leur peau semble être assez résistante. Tu commences à attaquer directement au niveau du thorax peut-être et tu commences à sentir une odeur d'acide assez forte, de métal chauffé. Au moment où tu vas retirer ta dague, tu vas voir qu'elle est attaquée. Et comme si elle, non pas rouillait, mais était vraiment bouffée. Tu la vois qu'elle se déforme un peu, elle cloque un peu. Ça se situait plutôt au niveau de l'estomac de la créature, s'il avait une physionomie humaine. D'accord, donc bah du coup je lâche, par réflexe, je lâche le hachoir et puis je préviens mes camarades que faut pas aller découper les créatures, ça peut être dangereux. Voilà, donc la fumée s'élève encore un peu avant de se dissiper de ton hachoir. C'est assez étrange. Dans la pièce en bas, dans le garde-manger, il y a cette étrange flaque verdâtre et l'air corrosive. Est-ce que ça viendrait de ces créatures-là? Il voudrait dire que l'une d'elles a été tuée en bas. Ou alors ça vient de leur estomac et ce que tu as vu en bas est un reste digéré de repas. Peut-être. Et toujours pas de signe de notre cher camarade. Parce que ça me fait penser, même si j'ai jamais vu ces créatures, on dirait des gros insectes au final. Alors peut-être que c'est comme des insectes qui ont une espèce d'acide en elles. Oui, ça a l'air tout à fait probable, effectivement. Bon, essayons de voir à l'étage. Visiblement, la menace ici a été résolue. Je vais avant ça ramasser une de leurs armes, même si elle ne fonctionne plus, pour les inspecter, voir de quoi, les matériaux, en quoi elles sont constituées, parce que ça avait l'air très efficace. Exactement. Le matériau semble être tu dirais que le plus proche pour toi, c'est une espèce de métal. Il y a un agencement étrange de pièces circulaires, de tubes. Ça semble se tenir par une poignée. Il semble y avoir une espèce de système de clenche qui permet, en tirant dessus, d'actionner quelque chose. Il crépitait un petit peu, il mettait un peu de fumée et au bout d'un moment, il semble arrêter de réagir ainsi. La fumée, les crépitements s'arrêtent alors que tu le tiens en main. C'est un peu petit pour ta main, mais ça va encore, c'est utilisable. Et alors que vous passez dans la pièce du dessus, le 3e étage et dernier de l'observatoire, la fumée est maintenant bien dissipée, il ne semble plus y avoir une seule menace. Vous observez la scène autour de vous qui est donc un gigantesque appareillage conique métallique, un télescope fait de choses et d'autres, de briques et de braques, mais agencé de manière extrêmement précise et qui est braqué vers le ciel maintenant étoilé. Moi, Sibus, du coup, qui est curieux, va regarder à travers le télescope. Alors, le télescope, sans doute digne des plus grands astronomes que pourrait rencontrer ton personnage Mélanar, extrêmement complexe aussi, quelque peu déçu de ne pas être le premier, alors que le personnage de Time Sidious s'élance directement dessus et jette un regard à travers la lentille. De là, tu peux apercevoir dans le lointain, dans l'outre-espace, alors que la nuit maintenant est bel et bien entamée, tu peux apercevoir les lumières incroyables que tu ne vois que rarement, les multiples couleurs que ce ciel noir cache. T'aperçois que tout n'est pas noir dans l'espace, il y a de multiples couleurs, des astres qui passent devant ta lentille, d'autres corps célestes qui semblent se mouvoir. Il te semble même apercevoir quelque chose qui scintille, qui semble émettre une lumière verdâtre, qui pulse de manière séquencée, tu dirais. Oh, comme c'est beau, venez voir, regardez, il y a une lumière verte là derrière. Et donc du coup, je laisse ma place pour que mes camarades puissent, un peu plus expérimentés que moi, puissent voir. C'est la place à Mélaner qui a l'air d'être... Ouais, c'est Domi qui va en profiter. Il était un peu absorbé, c'est pour ça qu'il n'avait pas pris l'initiative, un petit peu absorbé par l'arme de ces créatures. Et au final, là, il va aller regarder dans le télescope et essayer d'identifier... sur base de ses connaissances, les constellations et ainsi de suite, et essayer de repérer ce qu'est cette lueur verte.
et où elle se situe dans l'espace. Donc tu arrives à lire à peu près ces constellations-là. Par contre, cette chose qui émet de la lumière, c'est pas normal. C'est pas un astre, c'est autre chose. Tu repenses à cette couleur verte et à celle qui vient du puits. Et après t'être installé, tu auras vu, il y avait un papier qui était fixé, accroché au bord de cette lentille-là. Un papier sur lequel il est inscrit des points, des traits. Et du coup, je me souviens du livre de code que j'avais vu préalablement. Est-ce qu'on peut considérer, je pense qu'au niveau de l'intelligence de Domi, qui va faire un rapprochement peut-être entre le fait si la lumière scintille brièvement, plus longuement, brièvement, pour voir s'il y a un rapport entre le clignotement et ce qui est inscrit sur le papier. Avec maintenant ton intelligence développée par ce cristal de l'espace, tu n'as pas de problème à déchiffrer ce code Morse. Et tu lis « Avertissez-nous lorsque vous quitterez la zone et nous allons pulvériser l'endroit avec notre canon cosmique. » J'en avertis mes camarades en disant bon, première information, il y a d'autres créatures, ces créatures viennent de l'espace. Deuxième information, je pense qu'ils sont pas très contents que notre ami René les ait trouvés. Troisième information, il prévoit de désintégrer cet endroit. Ah, ça fait beaucoup d'un seul coup là quand même. Et comment on peut les en empêcher? Au vu des armes qu'ils ont utilisées contre nous et au vu de l'endroit où ils doivent se trouver, je pense que... Enfin, ils demandent simplement qu'on les... Le message ici que j'ai pu déchiffrer dit de prévenez-nous quand vous aurez quitté l'endroit. Donc je suppose qu'ils voulaient parler à leurs amis qui sont là en bas. Donc moi je sais pas comment les prévenir, mais bon, si on les prévient pas, soit ils risquent de revenir. Maintenant, si leur objectif c'est juste de désintégrer ça pour qu'on ait la paix, je vais être honnête avec vous, on va peut-être suivre les plans de Claude-Éric et on va tout faire brûler. Au moins nous on est sains et saufs et plus personne viendra nous embêter. Toi Doc, tes personnages ils faisaient quoi pendant que... Alors il y avait TMC12 qui arrivait en premier, Mélanar qui observait ensuite. Il y a vraiment que le télescope dans la pièce. Il y a rien d'autre. Elle est très simplement faite, mais pas loin de la trappe, tu observeras un gros clou planté dans la roche qui supporte l'anneau d'un trousseau de clés sur lequel tu auras des petites étiquettes qui indiquent 2e étage et cave à vin. 2e étage et cave à vin. Ok, j'imagine que la clé du 2e étage, c'était pour là où on a trouvé la espèce de petite pierre étrange qui pulsait, tu disais. Mais du coup, la pierre que j'ai récupérée, est-ce qu'elle pulsait de la même manière que... Non, c'est plus du glowing, tu vois, ça Okay. va, ça vient, ça va, ça vient. C'est léger, ça illumine pas non plus la pièce, quoi. C'est vraiment plutôt quelque chose qui semble être concentré dans le cristal, parce que c'est de la réflexion de la lumière, l'emmagasine, elle la disperse. Mais du coup, elle n'a pas l'air de suivre une séquence de code comme c'est le cas de... Non, elle est ultra régulière. Ok, Dans ce cas, est-ce qu'on, via le livre que tu as récupéré tout à l'heure, est-ce qu'on peut pas essayer d'envoyer un message pour dire annulons l'opération est-ce qu'il y a quelque chose sur le télescope qui permettrait d'émettre de la lumière ou peut-être qu'on a loupé quelque chose sur les créatures? Ils avaient un espèce d'appareillage capable d'émettre de la lumière aussi? Tu vois rien de particulier ici. Moi j'ai l'impression, maintenant qu'effectivement on évoque ça, que peut-être que l'autre appareillage se trouverait dans le puits. Et donc peut-être aller dans cette fameuse cave, trappe qu'on n'a pas encore visitée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, on n'a pas regardé la cave à vin et je vais prendre le trousseau de clés et puis je vais descendre au niveau de cette trappe-là. C'est une décision collégiale? Oui, moi je suis. Oui. Excellent. Vous ruminez les pertes que vous avez subies, redescendez, allez au rez-de-chaussée, retombez sur l'étrange planétarium. Derrière, il y a la trappe avec un anneau que vous ouvrez sans trop de bruit et qui permet d'accéder au sous-sol. Non pas par une échelle, mais par un escalier en colimaçon. De là vient une odeur chimique assez prononcée, comme si on y pratiquait quelques expériences. Après tout, René n'était-il pas dédié à ce genre d'activité un peu étrange, mais qu'est-ce qu'il pourrait bien conserver dans ces sous-sols qui puissent être à ce point écœurant en termes d'odeur? Vous descendez l'escalier en faisant le plus de discrétion possible. Arrivé au pied de espèce de vestibule circulaire, vous avez un passage à l'est, vous avez une volée de marche au sud et collés les uns aux autres, vous entendez des bruits, des tintements de verre, des choses qu'on déplace, qu'on bouge. Je pense que discrètement on va jeter un œil. Ouais. Tout le monde y va? Genre la tête par-dessus celle de l'autre Je pense que en restant derrière le mur, ici, il y a une personne qui passe la tête et qui renseigne les autres. Cette personne-là va se pencher et observer 2 nouvelles créatures qui s'affairent au sud sur une longue table en pierre
qui servaient peut-être à une certaine époque des rencontres un peu plus formelles, puisqu'il s'agissait d'une ancienne tour de garde. Tu aperçois ces créatures en train de s'atteler à visiblement des expérimentations. Elles ont de disposer sur cette table bon nombre de flacons, bouteilles et autres ustensiles scientifiques, pour la plupart remplis de liquide. Elles sont en train de faire des tests en déposant ces liquides sur une multitude de minéraux, de cailloux, de cristaux, de roches. Elles semblent insatisfaites lorsque ces liquides semblent attaquer les minéraux qu'elles testent, qu'elles vont jeter au loin dans la pièce, l'une d'entre elles venant même jusqu'à rebondir devant tes pieds. C'est quoi, c'est les pierres du coup, ou les liquides qui... Non, c'est les pierres qu'elles semblent tester avec les liquides. Et elles jettent les pierres qui semblent réagir inconvenablement. Comment est illuminé ce sous-sol? Tu peux apercevoir que ces créatures semblent émettre de leur corps, telles des lucioles, une légère lueur verdâtre qui pulse par moments un peu plus intensément. Et quand tes yeux s'habituent aux ténèbres de ce lieu, seulement illuminé par le haut de l'escalier, et encore c'est très faible, mais tu peux voir les contours de ces créatures, mais aussi de ce qui les entoure. Et de l'est, il y a une odeur sucrée qui flotte. Bah, je pense qu'on va faire pareil, sauf que aussi on va observer depuis l'autre coin comme ça. De l'autre coin, vous observez une série de tonneaux, pour la plupart éventrés, dont le liquide s'est répandu sur le sol et laisse penser que les malheureuses créatures ont essayé de se sustenter là aussi comme à l'étage. Et vous trouverez à nouveau une multitude de petites flaques verdâtres à l'odeur très acide. Et sur le seul tonneau qui semble encore debout, intact, il y aura marqué à la craie dessus « Notre vin maison ». Est-ce que ces créatures ont essayé de manger notre nourriture mais qu'elles ne parviennent pas à le digérer? Peut-être que ça les ferait vomir. Peut-être que notre nourriture peut être mortelle pour eux. Ouais, c'est pas impossible. Maintenant, je suis pas trop tenté d'aller les attaquer. Un coup de vin. À coup de vin, oui, c'est un peu... Après, est-ce qu'on peut pas essayer de leur tendre une embuscade ou quelque chose comme ça? Sachant qu'elles sont deux et qu'elles ont déjà décimé une partie de notre escouade. Ouais, ça serait peut-être intéressant de savoir si ce liquide vert est inflammable, mais si on le teste là, c'est un risque pour qu'on se retrouve prisonnier également. C'est le liquide vert, ouais. Ça, je sais pas. Le vin, lui, il sera pas inflammable. Maintenant, est-ce qu'on a une source pour allumer quelque chose? Oui, il y a pas de torche ou quoi que ce soit. Il y a pas de porte-torche au mur. Non. Est-ce qu'on peut remarquer une autre sortie ou ouverture, ou éventuellement la corde qui descendrait du puits? Ah non, pas de trace de l'ouverture du puits pour l'instant. Et est-ce que on aurait, en observant quelque chose qu'on pourrait... est-ce qu'il y aurait une fragilité dans les parois, quelque chose pour faire s'effondrer les parois sur les créatures par exemple Bon bah non, c'est une vieille tour de garde, tout a été fait pour que ça tienne et résiste, et sans doute permettre de faire des derniers carrés ici en particulier. Donc... Bon bah je pense qu'il faut leur tendre une embuscade et puis bagarre. Hein. Ouais, la question c'est comment est-ce qu'on leur tend une embuscade? Vous sursautez un moment, vous entendez une espèce de qui vient de leur expérimentation. Écoutez, remontons et on peut essayer déjà de les enfermer là. Il n'y a pas de sortie de toute façon, tu disais. Non. Ouais, mais on a peut-être besoin de voir ce qui se passe. Moi, en tout cas, voilà, quand on entend le bruit, là, je repenche la tête de leur côté pour essayer de voir ce que c'est, quoi, tout ça vient. Tu vois qu'il y en a une qui s'est prise dans un espèce de nuage de fumée, et puis elle essaie de le dissiper avec une de ses pattes. Et je peux voir, éventuellement, je peux essayer de deviner ce qui s'est passé ou pas du tout de ce que j'ai sous les yeux. Le caillou qui a devant elle a disparu. Enfin, il est comme si c'était totalement évaporé d'un coup ou a explosé. D'accord. Ouais, je me retourne vers mes camarades. Si vous voulez les attaquer, c'est maintenant. Mais moi, je pense que les faire cramer n'est pas une mauvaise idée. Par contre, si on remonte, il y a peut-être bien quelque chose qui peut allumer un feu. Surtout que... J'ai découvert qu'il y avait une espèce de petite forge à l'étage, enfin au rez-de-chaussée, avec quelques armes. Peut-être qu'on peut trouver là de quoi s'équiper et de quoi allumer un feu qu'on pourrait leur jeter dessus. Bah moi j'ai une flasque d'huile, donc par conséquent on pourrait y mettre une mèche et leur jeter dessus, en espérant que ça leur fasse quelque chose. Et puis effectivement s'armer un peu plus solidement me semble pas une mauvaise idée. Ouais, allons faire un tour sur la petite forge, on trouvera probablement de quoi se défendre plus correctement. Vous allez tous ensemble ou juste à quelques-uns? Je pense qu'elle est à 2. Ouais, moi j'ai que le nain qui va y aller, Glory. Et Rascal, le dresseur, va rester.
Moi, je reste en bas aussi. Très bien. Vous allez dans cette forge découvrir du coup pour ton personnage Mélanar qui a eu effectivement ici il y a de quoi faire, il y a des armes, des pièces métalliques et de quoi effectivement rallumer la forge sans difficulté. Qu'est-ce que vous souhaitez, une torche? C'est oui, un petit quelque chose pour pouvoir allumer la mèche pour la flasque d'huile. Idée un peu folle, mais je me base toujours sur une intelligence assez élevée de la part de Domi. Utiliser des bouts de ferraille et ainsi de suite pour mettre dans des éventuels pots en terre cuite où je mettrai un petit peu d'huile et je ferai des grenades en fait. Incroyable. Ok. Bon, t'as pas non plus un gros flacon d'huile, donc je t'autorise à en faire deux cocktails Molotov. Ok, ben ça me va. Ouais, puis vu la taille de la pièce, je pense que ça devrait suffire quand même. Et puis après ça, on prend les épées et ainsi de suite qu'il y avait aussi. Alors il y aura une dague, une hachette et une hache de bataille d'une grande qualité. Est-ce que quand j'ai commencé à ouvrir une des créatures tout à l'heure, j'ai pu constater que le liquide qu'il y a dans leur estomac les ronge elles-mêmes ou pas? Ça semblait, oui. Très bien. Comme on était deux en bas, là, je cherche si je trouve pas un contenant quelconque qui pourrait Ah bah si, il y en a de multiples. Hein. accepter, mais quelque chose qui soit pas rongé ou quoi, et dans lequel je pourrais en fait justement mettre du liquide. Dans la verrerie, ça va assez bien, et si t'essayes dans la poterie, tout ça, ça dure pas bien longtemps. Donc tu pourras bien trouver un vieux verre crasseux qui reste là, qui traîne. Parfait. Ok, donc vous revenez avec vos armes improvisées, dague, hache et hache de bataille. Le nain va quand même prendre la hache de bataille parce que c'est son nain. Quel est votre plan? Comment agissez-vous? Vous n'êtes pas encore en initiative, donc vous pouvez choisir dans l'ordre. Je propose que on fasse un lancer synchronisé plus ou moins sur les créatures, un cocktail molotov, une fiole d'acide, ou de sucre gastrique. Ensuite, on voit comment elles réagissent, si elles brûlent, si elles viennent par chez nous ou pas. Si elles ne viennent pas, qu'elles restent à distance le temps de se faire, on balancera le deuxième cocktail molotov. Et s'il en reste quelque chose après, faudra bien se ruer dessus parce qu'à mon avis, elles sont armées de leur arme à distance. Ouais, effectivement. Ouais. Allez, qui se lance alors pour le premier jet? Je vais lancer un des cocktails molotov. Je pense qu'on a deux cocktails molotov, une fiole d'acide, donc je pense que chacun peut prendre un. Ouais, c'est ça. Oui, je vais prendre un des cocktails du coup. Ok. Donc les deux flacons s'envolent dans les airs, viennent s'écraser au milieu de la table et le feu se propage. La fiole d'acide commence à ronger un peu tout ce qu'il y a autour. Le feu vient gagner les flacons qui se détruisent au fur et à mesure que le flacon d'acide lancé par Time Sidious casse les récipients qui se trouvent sur le reste de la table. Je vais lancer un petit jet de dés secret. Et merde. Alors, ce qui va se passer, c'est mieux pour vous. Les créatures se retournent dans un sursaut, vous aperçoivent, se mettent à cliqueter des mandibules et dans le mouvement qu'elles font pour foncer dans votre direction, il y a un souffle qui vous projette au sol alors qu'une monstrueuse explosion vient ébranler les murs de la tour. Le contenu des fioles sur la table, brisé, alimenté par le feu, l'acide, personne ne saura jamais, a fait une réaction chimique qui avait peu de chance d'arriver mais qui est arrivée. Et vous êtes jeté au sol. Mélanar, tu sais pas trop ce qui s'est passé. Tu vois tes deux comparses qui se retrouvent cul par-dessus tête. T'as encore tes fioles en main. Tu te remets d'un acouphène comme tous les autres. Vous vous regardez en essayant de bredouiller des paroles, mais vous avez du mal à vous entendre. Dans cet espace, peut-être même que vos tympans saignent pour certains. Cet espace réduit, confiné. Il vous faut un peu de temps sonner pour comprendre ce qui s'est passé. Et en passant la tête de l'autre côté, vous voyez que c'est une scène d'apocalypse. Il n'y a plus une seule trace des deux créatures. Il y a des flaques enflammées par-ci par-là qu'il faudra esquiver. Et en avançant un peu plus proche, vous apercevez au loin, au sud-est, au fond de cette pièce, une porte qui est enfoncée, qui est sortie de ses gonds et qui laisse place à une pièce. Eh bien, même si ça me fait énormément de peine, moi je vais aller chercher le tonneau de vin qui est de l'autre côté pour y mettre faire sauter le bouchon en fait et le faire rouler de manière à ce que essayer de voir si le vin peut éteindre une partie du feu pour nous dégager un petit passage. Ouais, ok, bonne idée, tu le fais rouler, ça va assez bien marcher, ça prendra pas feu, trop peu alcoolisé, ça va diluer les substances, tu vas pouvoir frayer un passage sans problème en direction de la porte ouverte éventrée. Et du coup, à la suite du tonneau, j'avance vers la porte. Ok, au fur et à mesure où tu fais un peu comme la déneigeuse, t'éteins les flammes à mesure que le tonneau roule, tu vas avoir en face de toi une pièce qui semble avoir elle aussi accusé du contre-coup. Tu distingues 5
silhouettes au sol qui ne bougent plus. Elles émettent encore une petite lumière verdâtre avant de s'éteindre définitivement. Donc voilà, elle fait 10 de dégâts, ça les a one-shot. L'endroit est totalement insalubre, jonché d'excréments, d'insectes, de résidus organiques et pire encore, ces bêtes mortes qui devaient sans doute peut-être tendrement dormir. Ils ne se réveilleront jamais. Au fond de cette pièce, tu auras des piliers, l'odeur aquatique, l'odeur de l'eau, de la vase, et il te semble entendre l'écho de l'extérieur. Est-ce donc là que se trouve le trou en direction du puits? Et une dernière porte se trouve dans cette salle. Si je peux toujours agir, je regarde si dans les créatures, il n'y a pas leur fameux pistolet de tout à l'heure là, qui traîne, histoire de m'armer un peu plus convenablement qu'avec mon bâton. Et bah, tu peux en voir, oui. Chacune d'entre elles semble en porter un. Je vais essayer d'en prendre un en m'approchant prudemment pour ne pas me brûler les mains si jamais il devait y avoir une réaction avec celle-ci. Et du coup, après, je vais attendre mes camarades pour avancer vers la dernière porte, du coup. Ouais, on va finir par te suivre assez rapidement au final. Hein. De toute manière, de l'autre côté, il n'y a plus grand chose à voir non plus. En étant armé de ces fameux pistolets, quoi, hein, qu'on peut récupérer. En les tenant au niveau de la taille à la OSS 117, vous avancez dans la pièce et vous vous dirigez vers la dernière porte. Une petite porte en bois qui ne paye pas de mine. Porte que vous allez pousser et qui se trouve être une pièce, un placard, une armoire. Ni plus ni moins qu'une armoire, ridiculement petite, à l'intérieur de laquelle vous apercevrez une espèce d'assiette en métal, boursouflée des deux côtés, qui tient entre les mains. Et sur une autre étagère, vous aurez un pot de confiture, fermé. Et il vous faut plusieurs fois, en clignant des yeux, pour y voir à l'intérieur, non pas de la confiture, mais un petit homme qui semble taper contre le bord de ce pot de confiture. Un petit homme de quelques centimètres, dont vous ne parvenez même pas à entendre hurler le nom. Mais vous le remarquez, vous le voyez, c'est René. Je vais m'approcher et puis ouvrir le pot. Tu l'entends de sa petite voix. Au secours, au secours! René, mais vous êtes tout petit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux, ils m'ont rapetissé! Ils vous ont rapetissé? Oui, comme leur truc, leur vaisseau! Et il te montre la soucoupe. Vaisseau? Qu'est-ce que c'est qu'un vaisseau? Ils viennent d'ailleurs! Il y en a d'autres! Il faut se préparer! Il y en a plus beaucoup ici en tout cas, mais visiblement, de ce qu'on a compris, il y en a d'autres là-haut? Oui, dans l'espace. C'est cela! Comment on peut vous faire reprendre votre taille normale? Ils avaient un appareil! Ils m'ont tiré dessus! Je monte le pistolet, c'est ça? C'est cet appareil? Oui! Et il ressemble à quoi l'appareil? Il y a des boutons, il y a... Ouais, il y a plein de boutons, il y a plein de choses dessus, incompréhensibles pour toi. Il semble y avoir des molettes qui permettent de faire des réglages. Ok. On va peut-être essayer sur un objet avant d'essayer ça sur vous? Faites-moi sortir de là! Ouais, bon, je le fais sortir du pot. Non! Et, Laissez-moi dedans! Transportez le pot! comment ça, transporter le pot? J'ai peur de me faire écraser dans une poche ou ailleurs! Ah, oui, ok, si vous voulez, ouais. Je vais prendre le pot, le mettre, le garder avec moi, du coup. Protégez-moi des souris! Moi, je vais récupérer le vaisseau. Je vais le reprendre avec moi. Ça marche. Et je vais essayer de trouver un objet, une petite table ou un caillou. Ah, bah j'ai un personnage qui a un caillou de 5 kilos, ça peut être. On va peut-être le faire à l'extérieur. Ah oui, vu la taille de la vache qu'on a vue tout à l'heure, c'est effectivement le coup de faire ça dehors. Il y a quoi d'autre dans la pièce? Ah, dans la pièce principale, il y a une ouverture qui, quand on s'enfonce un peu, mène au fond du puits. D'accord. Il y a quelque chose d'intéressant par là, René? Malheureusement, non. Votre aventure s'arrête ici. On fait une ellipse où on observera les survivants. On va prendre un temps pour les nommer. Mélanar, qui reste-t-il? Stiletto, blessé, mais toujours en état. Et Domi, visiblement fatigué, épuisé, sali, mais riche d'infiniment d'informations et d'études à venir. Parfait. Temsidius, chez toi? Et bien moi, il ne reste que Cibus qui, malgré la déception d'avoir perdu tous ses comparses, se satisfera de repartir avec une arme dont il n'avait pas la connaissance, et puis quelques richesses glanées sur la route. Excellent. Et pour toi, Doc? Et moi, il reste Rascal, le dresseur, et son poney Gustave qui attendait tranquillement à l'extérieur. Qui ne sent pas très bien pour le coup. Et puis il reste également Glorir Graham Greystone, Glory, notre nain maçon, qui reluque sa nouvelle hache à deux mains, la hache de bataille, et qui pour le coup, lui, est en parfaite santé, en très bon état. Parfait. C'est donc à 5 qu'ils repartent
de la tour de garde, de l'observatoire, de René des Anges aux îles, laissant derrière eux des créatures venues d'ailleurs. Et plus tard, ils auront eu du mal à découvrir comment utiliser ces armes. René restera à tout jamais de petite taille. Et on raconte que une nuit, un rayon a transpercé les cieux et est venu frapper la tour de garde. Et ainsi s'achève notre épisode de Dungeon Crawl Classics, Lumière sous le Mirador. La musique d'intro a été composée par Scott Buckley et les musiques d'ambiance par Michael Gelfi. Merci à eux. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouveaux podcasts jeux de rôle sur la JDR Academy.